Alors la semaine dernière, on a vu le top film 2021 et maintenant on va rigoler un peu. On va voir les films qui m'ont moins plu en 2021. Alors là encore, ça reste un classement personnel, tout ça c'est subjectif, blablabla, blablabla, vous connaissez la chanson. On va pas perdre de temps parce que moi ça fait déjà 1h30 que je tourne. Et donc on passe au flop 10 des films de 2021. Allez, c'est parti. Alors il y a un mot qui revient beaucoup pour moi en 2021 quand on parle de cinéma et des sorties de films, c'est le mot cynisme. L'année 2021 était tellement cynique en termes de sorties, où c'est là, en tant que spectateur, que j'ai vraiment vu qu'on était en train de se foutre de ma gueule sur beaucoup de points. On l'a toujours ressenti, hein, les grosses boîtes qui sortent des films pour juste plaire aux fans ou ce genre de choses, on l'a toujours vu. Et c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis les années 80, même 70. Je sais pas, là maintenant, on s'en cache même plus. Donc 2021 était pour moi une très belle année cinématographique, comme je le disais dans le top film, mais ça a aussi été une année de cynisme. C'est le mot qui me vient tout de suite en tête quand je pense à 2021 en termes de cinéma. Et vous verrez, hein, on ne parle pas que de gros films américains. J'ai trouvé que certains films étaient même limite déplacés, et moi ils m'ont gêné en tant que spectateur. Je trouve vraiment que c'est limite un manque de savoir-vivre et de savoir-vivre en société de présenter ce type de film. Il y a certains films qui sont vraiment là pour des côtés purement commerciaux, alors ça a toujours existé. Mais là, on s'en cache même plus. On fait même plus l'effort de faire croire aux gens que c'est des œuvres. Alors, ça peut avoir aussi du bon, hein, comme on l'a vu dans le top avec la Justice League de Zack Snyder. Mais ça a quand même majoritairement du mauvais, hein, bien entendu. Donc, on va voir ensemble, pour moi, les 10 films qui étaient les plus mauvais en 2021. Et vous verrez pourquoi je vous dis que certains d'eux sont très cyniques. Et on va démonter du film. Pourquoi je dis ça, moi? C'est pas du tout mon genre, en plus. Numéro 10, Spider-Man No Way Home. Donc voilà, quand je parlais de cynisme, c'est sans doute le premier film qui me vient à l'esprit, c'est ce Spider-Man. Là, j'ai vu un film où Sony et Disney, parce que voilà, Spider-Man, c'est à la fois Marvel, donc Disney et Sony qui détenaient, je ne sais pas s'ils la détiennent encore, la licence Spider-Man, qui ont décidé qu'ils n'allaient plus faire d'efforts en fait. Il y a ce fameux dicton qui dit « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Et bien Spider-Man, j'ai payé, mais j'étais quand même le produit. En fait, ça m'a vraiment gêné de voir un produit commercial pendant 2h30 sur grand écran. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu des directeurs commerciaux écrire un scénario par un gamin de 5 ans, dire « Ah, ils veulent Andrew Garfield, on leur met. Ils veulent Tobey Maguire, on leur met. Ils veulent qu'on leur remette la réplique de Grand Pouvoir implique de... Allez, on met. » Et c'est vraiment du fan service pur et dur pour juste faire plaisir aux gens. Là où Matrix, même s'il fait du fan service aussi, est un peu plus malin, même s'il est très maladroit, je trouve que Spider-Man, il a été exactement là où il fallait pas aller en fait. Reprendre Tobey Maguire pour faire des blagues sur sa bite. Ah, tu lances des toiles d'araignée avec ta bite. Voilà où on en est dans le Marvel Cinematic Universe maintenant. Ouais, est-ce que c'est malin? Est-ce que ça, c'est du bon fanservice? En plus, le film est moche, la photographie, elle est terne. Je trouve le film vraiment dégueulasse. La musique, ouais, elle est chouette parce qu'ils reprennent les vieux thèmes des vieux Spider-Man. J'ai trouvé le film vraiment cynique, c'est toujours le mot que je ressors quand je parle de ce film-là. C'est là où je suis en colère, c'est que j'aurais adoré aimer Spider-Man. Sur le papier, c'est totalement inédit et c'est une super idée de réunir 3 franchises comme ça, qui sont du même univers mais pas des mêmes films. Mais c'est tellement mal exécuté, tellement mal branlé. En fait, j'ai eu l'impression de voir un fan-film qui avait des millions de dollars. Je suis sorti de cette séance, j'étais tellement énervé. Et j'en peux plus aussi d'entendre l'argument « Ouais, mais au cinéma, c'est bien d'acheter du popcorn et de débrancher son cerveau. C'est du divertissement avant tout. » Ouais, mais moi, je vais pas au cinéma que pour me divertir, en fait. Moi, quand je vais au cinéma, je vais voir une œuvre. Je vais voir un travail d'artiste. Je vais voir un travail d'équipe. Je vais pas au cinéma juste pour me vider la tête. Si je veux me vider la tête, j'allume Énergie 12. Le cinéma, j'y vais pour voir avant tout une œuvre cinématographique. Qu'on me fasse une vraie proposition. Et là, dans Spider-Man, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Même Tobey Maguire, j'ai l'impression qu'il était vraiment là et qu'il se faisait chier. Andrew Garfield, pareil. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont juste venus là pour toucher un chèque. Et c'est que le 10e film. Hein. Donc imaginez ce que je vais dire du premier. Numéro 9, The Suicide Squad. Donc on reste dans l'univers des super-héros et des adaptations de comic book avec The Suicide Squad de James Gunn. Alors là, c'est un peu l'inverse de Spider-Man. En fait, quand je suis sorti du film, je me suis dit que j'avais passé un bon moment pour The Suicide Squad. En y réfléchissant un peu, non en fait. Pas du tout, j'ai trouvé le film nul. Encore une fois, j'ai trouvé le scénario pas très bon. Et puis je trouve que faire un film sur des méchants où les méchants sont gentils, bah, c'est pas vraiment traiter son sujet à fond. J'ai trouvé l'humour de The Suicide Squad grotesque. Je trouve que Harley Quinn, c'est un personnage qui marche pas du tout au cinéma.
Partout où on a vu Margot Robbie jouer Harley Quinn, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça ridicule. James Gunn a voulu faire comme ça, revenir un peu avec le côté Gardien de la Galaxie, un film comme ça un peu léger de super-héros. Mais là où il réussit très bien dans les Gardiens de la Galaxie, je trouve que c'est totalement loupé, moi, dans The Suicide Squad. Je suis pas ému par ces personnages, je suis pas touché, ils m'emmènent nulle part. Alors, le film est pop et un peu déluré, mais ça fait pas un film en fait. Ça fait pas une direction artistique, ça fait pas une œuvre, ça fait juste un produit. Et en fait, maintenant, quand je vais voir ces films de super-héros, surtout chez Marvel, soyons honnêtes, j'ai vraiment l'impression d'être un mouton. J'ai tenu bon jusqu'à Avengers Endgame, j'ai vraiment apprécié tous ces films-là. Et en fait, c'est des films qui sont là pour juste vendre des tickets et pas pour nous proposer une proposition de cinéma. Je trouve pas que le film est impertinent, que oh regardez, dans un blockbuster, c'est un peu trash. Ça peut sans doute choquer des gamins de 12 ans qui n'ont pas une grosse expérience cinématographique. Mais moi, ça me fait du chier, quoi. Je trouve juste ça cynique. Mais malheureusement... Oh bah dis donc, de la visite. Et ben voilà, j'ai de la visite pendant ce top. Oh bah oui. Tu fais quoi? Tu restes? Tu t'en vas? Allez mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme. Numéro 8, Titane. Alors je crois qu'en fait je suis totalement hermétique au cinéma de Julia Ducournau. J'avais vraiment pas apprécié Grave et Titane, je crois que j'ai encore plus détesté. Autant Grave, j'arrive à lui trouver plein de points positifs. Titane, je suis passé totalement à côté. Alors je suis conscient que ce n'est pas un mauvais film, loin de là. Titane n'est pas du tout un mauvais film. Il y a une vraie proposition dans ce que ça raconte, une vraie proposition de mise en scène. Vincent Lindon dans le film est incroyable, mais moi, ça me laisse de marbre. En fait, quand je vais voir les films de Julia Ducournau, j'ai l'impression qu'il y a tromperie sur la marchandise. Surtout pour Titane, où à la Palme d'Or, elle nous a dit qu'il fallait relâcher les monstres. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. Qu'elle faisait vraiment du cinéma de genre. Et en fait, moi, quand je vais voir Titane, je vois juste un film social franco-français entre l'histoire d'un père et son fils. Alors oui, il y a une ou deux scènes qui se veulent un peu plus hors du commun, notamment la scène avec la voiture ou la toute fin du film. Mais on reste sur un film bien franco-français qui est avant tout un film social, dont les images ne sont pas forcément monstrueuses. Moi, je trouve que visuellement, j'ai l'impression d'avoir vu ça depuis 20 ans, quoi. On est dans tout ce qui est plus traditionnel dans le film d'auteur. J'ai trouvé le film chiant, en fait. Et je trouve que c'est un film, si je voudrais être vulgaire, qui pète un peu plus haut que son cul, qui veut se vendre comme un film de genre, mais qui n'en est pas du tout un. Je crois que Julia Ducournau, elle s'inspire beaucoup de Carpenter, mais n'est pas Carpenter qui veut, que là où tout le monde voit une révolution dans le cinéma de Julia Ducournau, moi je veux des films qui sont encore très sages, en fait. J'ai l'impression que le cinéma indépendant nous propose ça déjà depuis 20 ans. Je trouvais Les yeux sans visage de Franju bien plus forts que les films de Ducournau. Moi, je passe totalement à côté. Ça me laisse totalement de marbre. Numéro 7, Army of the Dead. Autant Zack Snyder avec sa Justice League m'a mis une petite claque en termes de films de super-héros. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de super-héros aussi prenant et aussi fort. Autant avec son film Army of the Dead pour Netflix, où il a été beaucoup plus indépendant, j'ai trouvé qu'il s'était planté totalement. Il a voulu être lui-même cadrer le film et être directeur de la photo sur le film. En fait, moi j'ai trouvé le film juste moche. Voilà, le scénario, je trouve que c'est vraiment écrit sur un bout de PQ. J'ai trouvé Batista pas très bon. Ouais, non, je trouve que le personnage du mec, là, de l'Allemand, qui va dans les coffres-forts, je l'ai trouvé détestable. J'ai vraiment vu un film d'action un peu décérébré. Là où dans Justice League, on peut dire peut-être que Zack Snyder iconise et illustre à outrance, esthétise à outrance. Autant dans Army of the Dead, j'ai l'impression qu'il avait balancé les armes et qu'il n'en avait plus rien à foutre, et qu'il n'y a plus rien d'iconique. J'ai trouvé le film très vulgaire, très criard dans sa photo. J'ai pas compris là où Zack Snyder voulait m'emmener. Et ouais, je me suis ennuyé tout simplement. Je me suis juste fait chier en fait. Numéro 6, Les Éternels. Et bien voilà, et encore un film du MCU. Vous allez me dire vraiment que j'en veux au MCU? Eh bien non, parce que Shang-Chi n'est pas dans ce top. Les Éternels. Alors c'est là où on peut pousser encore le cynisme plus loin. Vous prenez une réalisatrice très talentueuse, oscarisée, et vous l'enfermez dans le carcan Marvel, et elle vous sort la même daube, j'ai envie de dire, que tous les films Marvel qu'on voit depuis un petit bout de temps. Esthétiquement, Les Éternels, c'est vraiment pas foufou. J'ai trouvé ça toujours aussi terne et moche que... En fait, on ne reconnaît pas la patte de Chloé Zhao dans le film. Et ça me désole. Prendre une
une réalisatrice oscarisée avec une patte si folle pour lui faire le même film qu'on verra par un autre réalisateur. Je trouve ça dommage. Et je trouve que le film est chiant et très long. On pouvait couper à l'aise un tiers du film, que ça s'enfonce dans des pseudo-conversations théoriques sur le MCU à l'intérieur du film qui, moi, me laissent totalement sur le bas-côté. Et encore là-dessus, par exemple, si on parle de des scènes post-génériques, par exemple, moi, elle ne me parle pas du tout. Je trouve ça juste chiant. Teaser les films suivants en vous présentant des personnages que personne ne connaît si on n'a pas lu les comic books. Quel intérêt? Marvel ne font plus que des films qui parlent aux fans pour les fans. Et là encore, c'est très cynique tout ça. Marvel, vous êtes cynique. C'est le mot d'ordre de ce flop. Le cinéma devient cynique. Voilà, je l'écris en gros sur l'écran. Cynique, cynique, cynique. The Eternal, j'ai trouvé ça lent, chiant, pompeux, ennuyeux. Je trouve que c'était très pompeux dans le scénario pour une histoire en fait très basique. Numéro 5, Benedetta. Alors, je sais que je dois être un des seuls à ne pas avoir aimé Benedetta. J'avais adoré le précédent film de Verhoeven, mais Benedetta, j'ai trouvé ça ridicule. Je connais plein de gens qui ont bossé dessus, des potes à moi. Le film faisait cheap. Je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai trouvé le film maladroit. Alors c'est loin d'être une catastrophe et c'est loin d'être un mauvais film, mais moi je suis passé vraiment à côté. En fait, Benedetta, j'ai eu l'impression de voir un vieux monsieur qui voulait nous montrer qu'il était encore subversif et passer à côté de ce qu'il voulait nous raconter. Toutes les scènes que lui trouvait subversives dans sa mise en scène, moi je les ai juste trouvées un peu ridicules. J'ai trouvé que ça jouait en plus pas très bien, à part Charlotte Rampling qui dans le film est incroyable. Je trouvais que tout le reste du casting cabotinait pas mal. Les scènes avec Jésus, je les ai juste trouvées ridicules. Kitschouille à crever, les effets spéciaux kitsch à mourir. Alors je sais que le surjeu comme ça, les scènes un peu kitsch, c'est voulu dans la mise en scène. C'est un parti pris. Donc on peut même pas en vouloir ni à Paul Verhoeven ni au film, mais c'est juste que c'est un parti pris qui, moi, ne m'a pas embarqué. Les scènes tragiques, les scènes de sexe qui sont censées t'émouvoir ou te dégoûter ou te répugner, moi, m'ont juste fait rire. Je me souviens rigoler et me mettre comme ça devant le film en me disant « Mais qu'est-ce que c'est ridicule, qu'est-ce que c'est ridicule ?» Numéro 4, Mandibule. Alors je crois que pour Quentin Dupieux, c'est un peu comme pour Julia Ducournau. Je suis pas la cible. Je passe toujours à côté de leur cinéma. Il n'y a pas beaucoup de films de Quentin Dupieux que j'ai beaucoup aimé, à part Au Poste, qui était sans doute son film le moins expérimental. Donc c'est peut-être pour ça que c'est celui que j'ai préféré. Mais disons que Mandibule, en fait, j'ai juste trouvé pas ça drôle. Heureusement, le film ne fait qu'1h10, parce que même en 1h10, j'ai trouvé le film interminable. Pourtant, ça joue plutôt bien, l'humour est bien présent, la mise en scène correspond bien à une mise en scène de comédie. Le film est plutôt bien foutu dans son ensemble. Mais moi, je suis pas le public, quoi. Je suis juste pas la cible, ça me fait pas rire. C'est un humour totalement décalé qui me fait totalement passer à côté. Et en plus, on n'avait pas ce côté totalement méta que peut avoir des fois Quentin Dupieux. Dans Mandibule, on l'a pas du tout. La fin très brusque, qui tombait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Moi, ça m'a fait chier. J'aime bien avoir les réponses à la fin d'un film. Ça veut pas dire que je suis contre les fins ouvertes, loin de là. J'aime pas qu'on me coupe comme ça l'herbe sous le pied. Mis à part le casting qui était très bon. Une comédie, c'est censé te faire rire, et moi, j'ai pas rigolé pendant 1h10. Numéro 3, Les sorcières d'Aquelarre. Alors, pour commencer, ce film est beau. Le film est très beau. La photographie de ce film est magnifique. Mais c'est juste le scénario qui m'a pas plu. Et du coup, là encore, je me suis ennuyé pendant 2h30. Et manque de peau, ça n'a pas joué en sa faveur. Le film est très lent. Il a un rythme très particulier. Et c'est quasiment un huis clos. Donc on suit l'histoire de paysannes qui sont enfermées dans une cellule et qui sont jugées pour sorcellerie. Et elles vont passer les unes après les autres en procès devant un juge pour prouver qu'elles ne sont pas des sorcières. Et comme elles ne vont pas réussir à prouver qu'elles ne sont pas des sorcières, elles vont tout faire pour prouver qu'au contraire, elles sont des sorcières. Donc les sorcières d'Aquelarre, Aquelarre, je sais pas comment on dit. Donc, je vais pas m'étendre beaucoup sur ce film-là parce que j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je me souviens juste que la photo était belle. Je me souviens d'une scène autour d'un feu de camp qui était jolie. Mais voilà, je me suis juste fait chier. Voilà. C'est un film mou. Voilà ce que je retiens de ce film. Numéro 2, Lui. En toute honnêteté, j'aime beaucoup le cinéma de Guillaume Canet. J'adore Ne le dis à personne. Rock'n'Roll, j'ai beaucoup aimé. Les petits mouchoirs, je déteste pas, même la suite. C'est vraiment j'aime beaucoup Guillaume Canet, même en tant que comédien. Et là, j'ai été voir son dernier film, donc Lui, et j'ai tout simplement détesté. J'ai trouvé ça horrible. 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 Le pitch, un compositeur s'enferme dans une maison
pour composer la musique d'un film et pour faire un peu le point sur lui-même. Donc il s'isole un peu comme ça et vont lui rendre visite un peu ses souvenirs, ses consciences qui vont être représentées par sa femme, son meilleur ami. Et en gros, pendant 1h30, vous avez Guillaume Canet qui fait sa psychothérapie. En fait, je me suis demandé à qui servait ce film, à part à Guillaume Canet. Comment on peut trouver son compte dans ce film si on n'est pas Guillaume Canet, en fait? Moi, la psychothérapie de Guillaume Canet, est-ce qu'elle m'intéresse? À la rigueur, en bouquin, s'il se livrait un peu plus. La psychothérapie de Guillaume Canet, en fait, je m'en bats les couilles. Je m'y suis pas retrouvé. Même moi qui suis artiste sur les bords, qui suis un créatif, j'aurais pu me retrouver dans certains thèmes, dans certains doutes que Guillaume Canet a dans le film. Eh bien, en fait, pas du tout. J'ai trouvé qu'on était dans le syndrome typique du film franco-français resserré sur son auteur. Et du coup, moi, je suis passé totalement à côté. Et en fait, je trouvais que Guillaume Canet ne jouait pas très bien dans le film et que sa mise en scène était quasiment inexistante. La mise en scène est très classique et très plate, au final. On est dans un huis clos, tout se passe quasiment dans la maison. Par contre, les seconds rôles jouent très bien. J'ai adoré le jeu de Mathieu Kassovitz, de Laetitia Casta et de Virginie Efira. Et en plus, je trouve que Laetitia Casta est de plus en plus magnifique. Et en plus, dans ce film, elle est resplendissante. Et il y a aussi Patrick Chenet dans le film qui est incroyable. Et malheureusement, je trouve que Nathalie Baye et Guillaume Canet dans le film ne sont pas très bons. Guillaume Canet m'aurait fait un bouquin sur c'est quoi la difficulté d'être artiste, d'être réalisateur, d'être compositeur. Je crois que ça m'aurait passionné, mais en film, ça me fait chier. La photo du film est assez terne, est assez triste, est assez simple. La réalisation est très classique. Le montage, pareil, est assez banal. Ouais, vraiment, lui, de Guillaume Canet, une grosse déception. Comme j'avais vraiment aimé les précédents films de Guillaume Canet, notamment Rock'n'Roll, que j'avais trouvé vraiment fun. Et là encore, on peut parler de cynisme. C'est très cynique de penser que sa psychothérapie personnelle peut plaire aux gens. Les gens ont déjà assez de problèmes comme ça pour supporter ceux des autres. Par contre, si vous êtes fan inconditionnel de Guillaume Canet, bah, vous allez peut-être y trouver votre compte. Numéro 1, 8 rue de l'Humanité. Le dernier film de Danny Boone. Par où commencer? On parle de cynisme depuis le début de cette vidéo. Et ben voilà, je crois que là, on surfe là-dessus. Mais quelle chiasse ce film. Mais quelle chiasse. Je sais pas comment le dire autrement. Par où commencer? 8 rues de l'Humanité, c'est un film que Danny Boone a tourné pendant la crise du Covid et qui parle du Covid. Et il a fait ce film pour Netflix. C'est une production originale Netflix. Et on sent que le film a été écrit à l'arrache, tourné à l'arrache. C'est là où je vous parle de cynisme. On sent vraiment que ce film a été fait pour de mauvaises raisons. Il a été fait pour de mauvaises raisons parce qu'il a été fait pour surfer, entre guillemets, sur la crise du Covid. Et je trouve ça totalement dégueulasse. À l'heure où on est, on n'estime pas encore la gravité que va avoir la crise sanitaire, le nombre de morts qu'on va avoir au total, jusqu'où ça va nous mener. On est encore en plein dedans, on ne peut pas juger tout ça. Et je trouve ça très mal vu et très déplacé de faire un film là-dessus, une comédie en plus, et en plus une comédie pas drôle et mal écrite. Voilà, la mise en scène est totalement inexistante, on est sur du théâtre filmé, du chant contre chant. Je me suis demandé ce que Yvan Attal allait foutre là-dedans. Il joue une espèce de savant fou, mal foutu, mal joué. François Damien qui vient, qui en a rien à foutre, qui est juste venu toucher son chèque. J'adore François Damiens, mais là on sent vraiment qu'il en a rien à branler du film. Danny Boone qui fait du Danny Boone, quoi. Non, vraiment, il n'y a rien à prendre. Pour être honnête avec vous, le film dure 2 heures, j'ai regardé qu'1h15 et j'ai stoppé. J'ai même pas été au bout du film. Et c'est rare. Je vais toujours à la fin des films que je commence. Mais là, le film est tellement honteux. C'est juste honteux, quoi. Honteux. Avoir autant de pognon pour faire des films aussi cyniques et pour se foutre autant de la gueule des spectateurs. Il n'y a même pas une proposition de réflexion sur la crise sanitaire. Il y a juste une réflexion sur comment prendre de l'oseille et faire une comédie pour surfer là-dessus, quoi. C'est pour moi ce qu'on a eu de pire en termes de propositions cinématographiques cette année. J'ai un vrai dégoût pour ce film. J'ai vraiment eu un dégoût pour ce film. Ma conjointe, pendant tout le film, me disait « Mais coupe le film, tu te fais du mal, coupe le film !» Et je le laissais tourner en me disant « Ah non, attends, peut-être que dans 10 minutes ça va être drôle, peut-être que dans 10 minutes ça va rebondir sur autre chose. » Et non, en fait, c'est juste naze, quoi. C'est un téléfilm de luxe mal écrit, avec un casting de luxe qui joue mal et qui est juste venu dans ce film pour toucher son chèque.
bah voilà! La vache, ça fait 2h30 que je tourne. Et ben on arrive à la fin de ce flop film 2021. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires les films que vous avez détestés en 2021. Je serais très curieux de voir ça. Et je pense que certains films que moi j'ai adorés, vous allez les détester et vice-versa. Il n'y a pas de question, je juge les goûts de personne. Juger les goûts des gens, il n'y a rien de plus con de base. 8 rues de l'humanité, j'ai beau l'avoir détesté, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont adoré le film et qui ont rigolé devant. Jetez pas la pierre aux gens qui n'aiment pas les mêmes films que vous, ça n'a aucun sens. Donc il y a des films que moi j'ai détesté, que vous allez adorer, des films que j'ai adorés, que vous allez détester. Et justement, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est ce pluralisme. Et pour conclure ce flop et ce top, on espère que 2022 sera une super année cinématographique. Voilà, je crois qu'on va se laisser là-dessus, sur ces belles paroles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire enfiler. Allez, ciao! Is it alright? 'Cause I wish we could just stay.